Je te laisse introduire, hein, et puis on se lance. Oui, nous sommes en direct. Vous allez entendre une petite minute. Bon, après, des fois, c'est un peu farceur StreamYard. Ça se trouve, je vais pas voir en fait s'il y a des gens, mais c'est pas grave. Je regarde si je peux améliorer la caméra. J'aurais pu le faire avant, mais... Bon. En tout cas, c'est des gens qui se connectent. Bonjour. Oui, on en a 2 là pour l'instant en direct. Bah, bonjour. Ça sera... Moins on est, plus c'est convivial. Bon, une minute. Bon, c'est pas grave, on va commencer tout doucement. Bonjour à tout le monde et à ceux qui verront ce direct en replay. Donc, j'ai le plaisir d'être à nouveau avec Benjamin Castello de New World Together. Et d'ailleurs, on va pouvoir aussi vous annoncer la création de cette association en France très prochainement, courant de ce mois-ci en réalité. Et donc, comment donc bâtir un monde nouveau en fédérant un maximum d'êtres humains? Eh ben, on va donner des pistes beaucoup plus intérieures que extérieures. On va pas parler forcément de combinaisons pratiques ou de modélisation de choses à l'extérieur, mais on va essayer d'aller faire un petit tour à l'intérieur de l'humanité en espérant que ça fasse écho à beaucoup de choses. Et on en a discuté avant. Surtout, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez envie de critiquer ce qui va être dit, si vous avez envie de préciser certaines choses, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et on se fera un plaisir du coup de s'attarder sur certains points. Sans plus attendre, je vais te donner la parole, Benjamin. J'ai plus le titre exact du live, il apparaît pas là sur StreamYard, mais on avait parlé de comment bâtir un monde nouveau, donc avec un maximum d'êtres humains. Et donc, il suffit pas juste de s'unir physiquement, encore faut-il le faire rationnellement, avec une perception rationnelle des choses, et pour qu'on puisse avancer tous ensemble dans une même direction. Oui, je crois qu'en fait, l'idée, c'était vraiment de comment sortir de ce paradigme de séparation dont on va parler aujourd'hui pour faire un monde ensemble. Et quand on dit intégrer le maximum d'êtres humains, pour moi, je sais comment on peut faire humanité, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire que le groupe auquel on se sent le plus appartenir, ce n'est pas une nation ou une entreprise ou une religion, mais l'humanité dans son ensemble. Et comment placer ça en priorité. Et peut-être avant de nous lancer là-dedans, on peut faire un constat sur là où on en est aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Donc, déjà, je vais commencer par le fait que le paradigme de séparation, c'est tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si l'humanité a déjà été unie, mais il semblerait que non. On est parti sur des bases tribales qui ont évolué. Les tribus sont devenues des clans, les clans sont devenus des nations, les nations sont devenues des empires. Et donc, on s'est basé sur des identités de groupe qui sont définies par des croyances, des valeurs, des cultures qui leur sont propres. Et ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Alors, on pourrait se dire, mais ça, c'est la nature humaine, on peut rien y faire, ça a toujours marché comme ça et ça marchera toujours comme ça. Il semblerait que là, il y a une remise en question de cette croyance qui, pour moi, est une croyance limitante. Et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que cette structuration de l'humanité en groupe est aussi une structuration de l'humanité en tribus qui sont en compétition les unes avec les autres. Et parfois en conflit qui, comme on peut le voir dans l'actualité, peuvent devenir extrêmement violents. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a connu depuis la nuit des temps, hein, depuis qu'on sait écrire et enregistrer l'histoire. Il y a eu des conflits, des massacres, des guerres, des invasions, etc. Et ça s'est perpétué dans l'histoire. Ce qui se passe, c'est pourquoi aujourd'hui, on doit peut-être se poser la question de comment on peut faire un monde ensemble, comment est-ce qu'on peut vivre en paix sur toute la surface de la planète, comment est-ce qu'on peut sortir de ce paradigme de séparation. C'est parce que tout simplement, la puissance technologique qu'on est en train de développer fait que nos conflits
peuvent potentiellement être de plus en plus destructeurs et donc de plus en plus dangereux. Si je fais un exemple, si on en revenait à utiliser toute notre puissance destructrice pour résoudre un conflit, comme on a pu le faire pendant la Seconde Guerre mondiale, on en arriverait à une catastrophe planétaire. On a aujourd'hui des dizaines de milliers d'armes nucléaires, on a des armes biochimiques, on est en train de venir avec l'intelligence artificielle qui est capable de décupler les pouvoirs destructeurs de l'humain. Et donc, ceci implique qu'aujourd'hui, on doit trouver un moyen de résoudre nos conflits de manière non violente, parce que la résolution de nos conflits de manière violente devient de plus en plus dangereuse et potentiellement destructrice. Il y a aussi un autre élément qui me paraît important de noter, c'est que nos rivalités nous amènent à détruire la surface de la planète. Tout simplement parce que ce soit les entreprises, les nations, on est dans une course à une quête, on est dans une quête de puissance qui est une quête établie sur une compétition pour le plus. Et là, on a déjà, de toute évidence, dépassé les limites que nos écosystèmes planétaires sont capables d'encaisser. C'est-à-dire que notre environnement sont de plus en plus pollués, les ressources sont surconsommées, les écosystèmes sont de plus en plus mis à pression. Et il me paraît évident que si on veut revenir dans des limites qu'on a dépassées, on doit sortir de cette compétition au plus pour rentrer dans de la collaboration. Et donc, ça demande qu'on fasse bloc ensemble. Donc, le constat pour moi est celui-ci, le paradigme de séparation n'est plus durable à notre époque et on a besoin d'agir, de se mettre en mouvement pour aller vers un paradigme d'unité. Un paradigme d'humanité, et dans humanité, on a aussi unité. Donc voilà, et ça commence où? Ça commence par soi-même, par notamment le fait de nourrir de nouvelles valeurs, de nouveaux récits qui vont permettre à l'humanité de s'unir plutôt que d'alimenter les divisions qui sont, comme on l'a dit, de plus en plus insoutenables. Chris, je te laisse rebondir. Et ce que je te propose après, c'est qu'on aille explorer sur quoi est établi ce paradigme de séparation, principalement dans l'inconscient, parce que quand on l'aborde, c'est-à-dire dans son côté non conscient, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si solide que ça, c'est pas si inchangeable que ça. C'est simplement que c'est parce que ce paradigme s'établit sur des mécanismes qu'on ne voit pas, qui prennent place sous notre niveau de conscience, eh ben, on ne peut pas y toucher. Donc, une des clés, c'est de le mettre en conscience pour pouvoir commencer à recalibrer, individuellement d'abord, et puis ensuite collectivement et en tant que société. Sachant que, je vais finir là-dessus, l'unité est déjà là. On le voit aujourd'hui, on en a conscience, c'est notre civilisation globalisée nous montre qu'on ne fait qu'un. Quand ça pète à l'autre bout de la planète, on le sent dans nos tripes. Quand il y a une épidémie en Chine, ça vient chez nous. Pourquoi? Parce que tout est interdépendant et interconnecté sur notre planète. Et ça, aujourd'hui, on est en train de le conscientiser parce qu'on a dominé et colonisé la surface du globe et qu'on a fait, qu'on le veuille ou non, civilisation ensemble. Même si cette civilisation qu'on a fait ensemble reste dans un paradigme de séparation, on peut déjà voir que tout est interrelié et que ce qui impacte les humains dans une partie du monde les impacte aussi dans l'autre. Effectivement, avant d'aller plus loin, peut-être repréciser et bien redéfinir ce qu'on entend par paradigme de séparation. Et du coup, si je fais écho à ce que tu viens de dire, en fait, on parle surtout d'une illusion de séparation dans un tout qui, en fait, est déjà uni, puisque effectivement, la structure de l'univers et tout ce qui est conscience et de création universelle est interconnecté, tout est interconnecté les unes aux autres. On sent bien qu'il y a une structure holistique, unicitaire au niveau de l'univers, et sauf que effectivement, les êtres humains ont cette illusion d'être séparés du reste, ce qui nous amène dans des rapports donc de domination, de compétition, d'égoïsme aussi, puisque du coup, forcément, on va centrer toute notre action et nos œuvres quotidiennes, enfin tout ce qu'on matérialise dans notre vie, surtout à notre propre profit et à celui peut-être de notre petit cercle familial, mais on va pas voir au-delà. On va pas voir qu'effectivement l'humanité est une seule et même espèce
connectés, comme un organisme qui bat à lui tout seul. Et donc, on va avoir cette illusion de séparation avec tout le reste de l'humanité, là où en fait, effectivement, toute cette humanité est interreliée et avance ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et comme tu le disais, on voit tous ces massacres, ces guerres, ces catastrophes environnementales, toutes les problématiques qu'on peut voir au quotidien découlent beaucoup de ce paradigme de séparation, de cette illusion donc de séparation les uns avec les autres. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça On sent du coup qu'on est, oui, peut-être arrivé après sur le volet un peu des croyances aussi qui créent cette séparation, des dogmes qui ont un lien évident, je pense, avec cette séparation, c'est que avoir une pensée dogmatique va nous enfermer dans une bulle de croyances, va nous faire une perception à travers un filtre de nos croyances, de nos opinions, de ce qu'on croit savoir, pas de ce qu'on sait, mais de ce qu'on croit savoir, et va donc nous séparer du reste et nous donner une vision irrationnelle de l'environnement qui nous entoure. Et donc, on sera beaucoup plus dans une lecture irrationnelle qui ne colle pas forcément au réel, sachant aussi qu'on ne peut pas avoir accès à la réalité absolue, la vérité absolue, puisque nous sommes nous-mêmes des êtres limités et que du coup, on a une perspective qui est très limitée dans notre perception. Et justement, le but aussi de ce direct, c'est d'expliquer qu'à travers nos différents champs de perception, avec une pensée rationnelle, on peut arriver tout doucement à cette unité autour d'un concept plus absolu, même si on l'atteindra jamais. Tout à fait. Alors, je voulais juste rajouter un truc, c'est que donc le paradigme de séparation, c'est déjà le fait de se voir séparés les uns des autres. Mis à part, c'est-à-dire au moins au-delà de la tribu à laquelle on se reconnaît, hein, parce qu'on va se reconnaître du coup appartenir à un groupe, que ce soit un pays ou un parti politique ou une entreprise, mais ceci dit, on se voit séparés du reste. Et donc, on se voit séparés les uns des autres en tant qu'humains, mais on va aussi se voir séparés de la nature et du reste de l'univers. Et c'est vrai que c'est très bien que tu parles des croyances parce que ce paradigme de séparation, il découle d'une structuration psychologique qui s'est faite sur des croyances qui elles-mêmes, c'est des croyances ancestrales. Nos ancêtres n'ont pas forcément remarqué que tout était interrelié. Et je comprends parce qu'ils ont vécu des situations difficiles. Donc pour eux, ils étaient plutôt dans la peur et dans la survie. Et donc effectivement, le monde pourrait sembler dangereux et hostile, et donc pouvait sembler comme quelque chose d'extérieur qui est menaçant. Et donc ces croyances nous ont structurés psychologiquement, ont structuré nos sociétés. Elles sont passées par les religions, elles sont passées par l'économie, elles sont passées par les nations. Et le truc, c'est que, en fait, ces croyances, elles sont établies sur l'ignorance du fait que, au-delà de la séparation, il y a l'unité. Alors, il y a un truc qui est hyper important d'intégrer là, c'est que on est à la fois séparés et un. Sur que là, par exemple, si je prends cet exemple, Chris et moi, on ne fait pas qu'un en tant qu'individu. J'ai mon individualité, ma personnalité, il a la sienne, mais le fait qu'on appartienne à un tout qui soit uni fait qu'on n'est qu'un. C'est un petit peu comme si on prenait une cellule de mon épaule gauche et une cellule de ma main droite. On va dire, ben non, elles sont séparées. Oui, mais à travers mon corps, elles ne font qu'un. Et donc là, c'est pareil, il faut voir un petit peu l'univers, c'est comme un grand bloc qui ne fait qu'un, mais qui est plein de toutes petites parts séparées. Et ce qui est important pour nous, les petites parts séparées, c'est de comprendre qu'on appartient à un grand bloc qui ne fait qu'un et où tout est interrelié. C'est-à-dire que, en gros, on ne peut plus partir du principe que ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas, que la souffrance de l'autre ne me concerne pas. On doit, ou alors que je peux gagner au détriment de la nature ou au détriment des autres et que cela peut être durable. Ça ne marche pas. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la crise écologique. On est en train d'apprendre qu'en fait, on ne fait qu'un avec les écosystèmes de la planète. Et oui, c'est un petit peu logique parce que en fait, c'est eux qui nous ont fait naître. Quelque part, on est tous des enfants de la Terre. C'est la Terre qui nous nourrit. Donc, quand on détruit la planète, on se détruit nous-mêmes. Donc là, c'est une des clés, c'est de remettre en question ces croyances ancestrales, intergénérationnelles, qui nous ont séparés. Et une des manières dont on peut le faire, c'est déjà, tu le disais, c'est d'accepter l'humilité, d'avoir un petit peu d'humilité, de dire que si on est séparé, notamment par des croyances, on a une unité partagée qui nous unit. Et cette unité partagée,
On est là pour la découvrir. Le but n'est pas de la clamer, de dire « moi je l'ai et tous les autres se trompent et si vous ne me suivez pas, vous allez brûler dans les flammes de l'enfer ». C'est plutôt de dire « ok, on en a tous des perspectives uniques. Comment est-ce qu'on les met ensemble d'une manière rationnelle, harmonieuse et empouvoirante pour qu'on puisse faire sens de notre réalité partagée ensemble ?» Donc ça, c'est une des premières clés. Une deuxième clé. Petit complément de mon côté, et là c'est pour ceux qui regardent aussi la représentativité. Ce que vient de dire Benjamin, c'est le principe de singularité et de similarité. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce humaine, on a la même propriété intrinsèque. Nous sommes des êtres humains, des humanoïdes, donc on a la même propriété. Il y a un principe de similarité entre nous, mais nous disposons aussi de notre propre singularité, de notre propre esprit et de notre propre libre arbitre qui nous permet au quotidien de prendre nos propres décisions et d'avancer dans telle ou telle direction. C'est-à-dire qu'on est à la fois similaire d'un être humain à l'autre et à la fois unique dans notre singularité. Et ça, c'est un principe mathématique, arithmétique et géométrique qui fait que deux choses de même nature sont justement de même droit et de même propriété. Et du coup, c'est un petit complément. On retrouve donc ce que vient de dire Benjamin à travers la géométrie sacrée, à travers la mathématique, à travers beaucoup de choses. D'ailleurs, même quand on étudie les espèces animales, on peut retrouver ce principe de similarité entre eux. Et du coup, oui, c'était juste pour compléter à ce niveau-là, donc sur la singularité propre à chacun, la propre représentation de chacun, sans oublier, pour ne pas être dans ce paradigme de séparation, que tous les êtres humains, justement, sont de même propriété, ils ont les mêmes besoins pour exister dignement ici-bas. On ne peut pas dire que telle catégorie va pouvoir en profiter et que d'autres non. C'est vraiment l'unicité entre tous les humains, indépendamment de leurs croyances, de leur vécu et de leurs expériences respectives. Tout à fait, tout à fait. Merci de préciser ça. Et d'ailleurs, dans tout ça, donc salut Jacques, bonjour Lynn et merci ceux qui commentent. Et n'hésitez pas à émettre des critiques. N'hésitez pas à, si vous voyez qu'on doit parler, quelque chose n'est pas clair, à poser des questions. Enfin, n'hésitez pas à exprimer votre perspective. On n'est pas là. Enfin, vous êtes aussi invité à être acteur de cette conversation avec nous. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une autre clé aussi, c'est-à-dire que ces croyances de séparation, ces croyances ancestrales, on s'est aussi structuré en tant que société dessus, mais aussi en tant qu'identité. Je vais expliquer ça rapidement. C'est-à-dire que quand, par exemple, je me définis par une croyance, je me suis déjà identifié à cette croyance. Alors, ça peut et ça pose beaucoup de problèmes. Si, par exemple, je vais dire moi, je suis juif, et donc je m'identifie à un système de croyances religieux qui a, je crois, 3500 ans, qui s'appelle le judaïsme. Or, là, le problème que ça pose, de mon point de vue, tout ça, c'est que, en fait, un système de croyances, pour moi, c'est un outil de structuration du mental. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre au-dessus de nous et qui doit dépasser ce que nous sommes nous-mêmes. Alors, imaginez, je vais donner un exemple, parce qu'aujourd'hui, si les croyances sont des outils, donc c'est-à-dire que le judaïsme est un outil qui porte certaines valeurs et certains messages, etc., pareil pour le christianisme, pareil pour l'islam, pareil pour tout système de croyances, si on se structure dessus, on en perd en fait la capacité de transformer cet outil quand il ne fonctionne pas. Alors, je donne un exemple. Là, par exemple, moi, j'utilise un outil, c'est un téléphone portable, et la marque, c'est Realme. Bon, voilà, j'ai conscience que c'est un outil, c'est-à-dire que cet outil-là, s'il a des défauts, je peux le critiquer. Je peux dire, bah tiens, là, il y a un défaut de fabrication, on doit le remettre, on doit le mettre à jour. Mais je ne dis pas, je suis Realme, et quand quelqu'un critique Realme, ou je le prends personnellement, et je pense que c'est une agression et je dois me battre. Donc aujourd'hui, ça, on le voit énormément parce que, en fait, on s'est divisé sur des croyances en oubliant que cela, c'est des outils pour structurer nos identités, pour structurer nos sociétés, mais pas quelque chose qui est là pour nous assouvir, pour être placé au-dessus de nous et pour nous diviser. Et là, ce qu'on voit, exactement, on parle de l'ego, Samia, c'est une très bonne remarque. Et ça, c'est, alors ça, c'est, et je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est une remarque super importante.
Le problème de l'ego, c'est que c'est inconscient. L'ego n'est pas la conscience. L'ego, c'est le programme inconscient. Donc, quand l'ego s'identifie à la croyance et se structure dessus, il va voir tout ce qui est une menace pour la croyance ou une remise en question de la croyance comme une menace existentielle. Et donc, il va rentrer dans une démarche très reptilienne de je fuis, je combats ou je m'efface. Et là, on a besoin de dépasser nos égos pour rentrer dans la conscience. Et comment on rentre dans la conscience? En ayant le courage de remettre en question toutes les croyances qui ont structuré nos égos. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que l'ego, lui, il va se structurer sur de la peur. L'ego, c'est un outil de survie. On ne dit pas que l'ego est mauvais. Hein. L'ego, c'est ce qui fait qu'on va vouloir survivre. Donc, c'est très bien. Le problème, c'est que quand l'ego domine nos vies, qui structure nos identités et qu'on n'en a pas conscience, on en devient un petit peu prisonnier. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va structurer l'ego, c'est énormément les croyances, mais que derrière ces croyances qui vont quelque part nous dominer, il va y avoir des peurs profondes. Et ces peurs profondes, elles vont s'établir, de ce que nous, on a pu percevoir, sur des blessures qui sont aussi très profondes. Et là, notamment, beaucoup de croyances tribales qui vont structurer nos sociétés, elles vont s'établir sur la peur d'être séparé. La peur d'être séparé de sa communauté, la peur d'être séparé de Dieu. Et ça va s'établir sur un trauma qui est un trauma très ancestral, c'est celui d'être dans ce monde et de se dire, mais waouh, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Et comment est-ce que je fais pour me sentir en sécurité dans ce monde où il y a des prédateurs, il y a des rivaux? Et donc là, on s'est structuré sur des croyances. Mais le problème, c'est que de manière inconsciente, on a placé ces croyances au-dessus de nous. Et c'est un petit peu ce qui est au cœur de ce qu'on pourrait appeler quelque part la matrice. On peut aussi utiliser cette allégorie. C'est-à-dire que ça a créé une matrice qui aujourd'hui nous domine et qu'on a besoin d'intégrer, de se réapproprier, parce qu'on a besoin de la transformer pour pouvoir évoluer vers un monde qui soit soutenable. Donc ça, on a fait de quelque chose de limité, de relatif, donc qui est propre à notre esprit et à notre cognition. Et à travers nos expériences, nos vécus, notre éducation, où est-ce qu'on a grandi, on s'est forgé des croyances, des opinions, et on s'est persuadé de tout un tas de choses, diverses et variées selon les individus. Et donc, si j'ai bien compris, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais par contre, il ne faut pas en faire une vérité absolue. Et bien se dire que c'est mon expérience limitée, relative, ça m'a forgé au quotidien. C'est pas quelque chose de mauvais en soi, puisque si on revient à l'ego, il y en a beaucoup, on l'entend encore aujourd'hui, il faut se débarrasser de l'ego, faut tuer l'ego, mais non, l'ego est donc bien un outil de structuration individuelle qui répond à une réponse de survie primaire face à tout un tas de dangers, de peurs, rationnels ou non d'ailleurs. Mais c'est quelque chose de limité et donc en faire un absolu et le prendre comme cap de vie absolu, c'est là où ça foire. C'est-à-dire que il n'est pas question de s'en débarrasser fondamentalement, parce que dans nos cercles intimes, on aura tout le temps des rêveries, des croyances, on s'imaginera toujours tout un tas de choses. C'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est dangereux, du coup, ça serait plus d'en faire du prosélytisme, de vouloir l'imposer à l'ensemble de la communauté, de dire ma croyance, c'est la vérité absolue, on doit tous se diriger vers là. C'est ça la vérité qui est bonne pour tous, etc. Donc, on a fait de quelque chose de relatif un absolu et on l'a pris comme cap pour l'ensemble de l'humanité, alors qu'en fait, ça reste de l'ordre de notre propre singularité et il faut savoir le laisser à l'ego. Il n'est pas question donc de le supprimer, mais de le remettre à sa place. C'est ça. L'ego, c'est un très bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. Et là, effectivement, un des problèmes qu'on a eu, c'est que nous, les êtres humains, surtout quand on est dans un univers qui nous dépasse, et je vous confirme qu'on est dans un univers qui nous dépasse. Donc, je disais les statistiques, ce que l'on sait de la science aujourd'hui. Nous tournons autour. Juste un petit flashback qui va nous dire notre place dans l'univers qui nous dépasse complètement.
Nous sommes sur une planète qui tourne autour du système solaire. Il y a 8 autres planètes sur ce système solaire. Ce système solaire, il fait partie d'une galaxie où il y a, je crois, entre 100 et 200 milliards d'étoiles, d'autres étoiles, donc d'autres systèmes solaires, si on veut. Répertoriés actuellement. Répertoriés. Et on est capable d'apercevoir aujourd'hui, je crois, 200 trillions de galaxies. Donc, en fait, nous, petits êtres humains sur notre petite planète, quand on se met face à cette création, il faut qu'on parte sur une base d'humilité. Et au début, on avait du mal avec ça, parce que ça nous dépassait un petit peu. Donc, on a voulu avoir des certitudes. Donc, pour avoir des certitudes, on a dû se raconter des histoires et en faire des vérités absolues. Le problème, c'est que ça crée des dogmes. Ces dogmes aussi se sont vraiment établis sur un paradigme de séparation. Donc, comme on le voit, en tout cas, nous, nos religions ancestrales, c'est voilà, il y a Dieu là, il y a nous ici, et puis si on n'obéit pas, on prend la fessée et puis on va en enfer. Donc tout va s'établir sur de la peur, donc sur de l'ego, et surtout sur voilà, à la base, des interprétations relatives d'une vérité absolue qui nous dépasse, mais des interprétations relatives qui se présentent comme étant la vérité absolue. Et donc là, on s'est enfermé dans des fausses certitudes, on a structuré nos sociétés et nos identités là-dessus, et aujourd'hui, on ne peut plus faire sens de notre réalité ensemble, parce qu'on s'est structuré sur des croyances qui ne sont pas du tout compatibles, et qui n'ont pas été faites en ayant la capacité à se remettre en question sans être dissoute complètement. Parce que c'est ça le problème d'un dogme qui se présente comme une vérité absolue, c'est dès qu'il est remis en question, en fait, il s'effondre complètement. Parce qu'il n'a pas été fait pour évoluer. Donc, une des clés, c'est de comprendre que nous pouvons et nous devons évoluer dans nos croyances. Et que, quelque part, si la réalité que l'on partage ensemble de manière absolue nous dépasse tous, on a tous quand même des perspectives et des croyances uniques qui sont complémentaires les unes avec les autres. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à les mettre ensemble? C'est qu'on a fait des dogmes, c'est qu'on s'est raconté des histoires qu'on a pris pour des vérités absolues. Et là, on a besoin de faire un grand ménage pour pouvoir faire un monde ensemble. Donc ça, c'est une des clés. Donc, une leçon d'humilité individuelle et collective. La recherche de vérité, c'est un travail collectif. Et la vérité est toujours en révélation. Plus on a de connaissances, plus on s'étend, plus on est capable de voir loin, que ce soit en arrière ou en avant, ou peu importe, je veux dire, qu'on voit dans le passé plus loin, ou qu'on voit qu'on est capable d'envisager des futurs de manière plus structurée, eh ben, plus on peut voir cette vérité qu'on partage ensemble. Et c'est un travail d'équipe. Et le problème, c'est que le fonctionnement ancestral s'est établi sur des guerres d'ego où en fait les croyances étaient confrontées les unes aux autres, les perspectives étaient confrontées les unes aux autres. Et ça s'est aussi établi sur des schémas de pensée binaire. Et ça, c'est vraiment, on s'est structuré psychologiquement là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'un schéma de pensée binaire? C'est de tout voir les éléments des éléments de la réalité qui sont complémentaires en opposition. Je donne un exemple. Un jour, je parlais du travail que je fais. Et donc, de la crise de soutenabilité, et je disais à quelqu'un, je lui explique, je dis, en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ça vient des comportements humains. Et là, il me regarde bizarrement, et il se prend derrière, il me dit, mais non, le problème, c'est nos besoins. Et là, je lui dis, tu te rends compte que c'est complètement une fausse dichotomie, parce que nos comportements et nos besoins sont fondamentalement interreliés. Donc oui, c'est nos comportements qui découlent de nos besoins, et c'est aussi nos comportements qui créent nos besoins. Donc tout ça, ça n'a pas à être mis en opposition. Mais nous, on s'est structuré, on a été éduqués pour voir c'est soit ça, et à toujours chercher la bonne réponse, sans voir qu'en fait, il y a plein de réponses qui sont complémentaires, et le but n'est pas d'avoir la bonne réponse, mais de les mettre ensemble pour rentrer dans une vision rationnelle qui fasse sens du monde réel que l'on partage ensemble. Et donc ça implique intégrer cette multidimensionnalité de la réalité, ça implique une remise en question de toutes les croyances dogmatiques, qui elles se sont vraiment établies sur une pensée binaire. Je pourrais en donner une autre, c'est-à-dire soit l'univers est matériel et c'est le Big Bang, soit il est spirituel et donc c'est le Dieu de la Bible. Mais non,
En fait, c'est pas parce qu'il y a le Big Bang qu'il n'y a pas de conscience et d'intention derrière. C'est pas parce qu'il y a un Big Bang que c'est forcément matériel. Donc, on n'a pas à mettre ces deux éléments en opposition. Au contraire, on peut les voir comme complémentaires pour faire sens de notre réalité. Et là, on s'aperçoit en faisant ça qu'on peut réconcilier des éléments de la connaissance pour les faire évoluer mutuellement. Et je vais donner un exemple précis et je vais te laisser rebondir après, Chris. Je vois par exemple aujourd'hui, on a une spiritualité en général et la spiritualité d'un côté et la science de l'autre. Et donc, dans le paradigme actuel, en général, la science ne peut pas trop rentrer dans la spiritualité parce que la spiritualité n'est pas très rationnelle. Elle n'est pas très compatible avec la science. Et de l'autre côté, la spiritualité ne peut pas rentrer dans la science parce que la science est très matérialiste. Et ben en fait, moi, ce que je vois, c'est que dans la science matérialiste, il manque quelque chose pour que la science puisse vraiment être efficace, c'est la part spirituelle. Et dans la spiritualité irrationnelle, il manque vraiment quelque chose pour que la spiritualité puisse être efficace, c'est la rationalité de la science. Et quand on combine les deux, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, il y a une remise en question des deux côtés, mais on sort de ce paradigme binaire d'opposition. Et on sort de ces oppositions qui font que finalement, on ne peut pas combiner nos perceptions, nos perspectives et faire sens de notre réalité ensemble. Et ça implique une remise en question profonde auquel on est tous invités à s'ouvrir doucement, parce que les remises en question profondes, ça peut demander des étapes pour pas être trop déstructurant, mais on est vraiment invité à le faire et à s'aider à le faire ensemble. Oui, la physique quantique est un parfait exemple, Samia. Tout à fait. D'ailleurs, la physique quantique, elle calme tout le monde. Parce que on s'aperçoit qu'en fait, waouh, on croyait que c'était comme ça, mais en fait, c'est complètement différent. Et ça va continuer. Parce que, en fait, moi, la réalité, je trouve ça dingue. Le réel n'est pas limité dans le temps et l'espace. Donc, en fait, c'est vraiment l'infini à l'infini. Et nous, on est limité dans le temps et l'espace. Donc, on a besoin de venir avec une position d'humilité pour apprendre à le connaître. Et ce qui est magnifique, moi, ce que j'aperçois, c'est que plus je me comprends moi et la création, quelque part, plus je comprends le divin. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et je sais plus la fin de la phrase. Exactement. Et ça, je comprends que pour certains, qui peuvent être dans certains systèmes de croyance, ça peut être très déstabilisant. D'ailleurs, ça peut donner l'impression que c'est nous qui sommes perdus. Mais non, c'est parce que eux, s'ils sortaient de leur repère, ils se sentiraient complètement perdus. Mais pourtant, il va quand même falloir le faire parce que sinon, on va rester dans notre petite boîte pleine de fausses certitudes et on n'arrivera jamais à faire sens de la réalité ensemble. Et on n'arrivera jamais à faire monde ensemble. Et ça apparaît, comme on l'a vu, de plus en plus insoutenable. Donc, voilà, je pense que l'univers nous invite à la remise en question et à l'évolution dans nos croyances parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Vas-y, Chris, je te laisse, j'ai beaucoup parlé. Mais l'univers a son propre plan d'évolution dans sa structure naturelle, indépendamment de ce qu'on veut, de ce qu'on croit et de ce qu'on aimerait que ça soit. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'évolution naturelle de la création. Elle n'est pas figée. Et en fait, le fait de penser à travers des croyances, des dogmes et d'en faire des vérités absolues fige une réalité irrationnelle qui conventionne nos rapports humains au quotidien et provoque ce dépassement, donc l'exploitation des ressources, les guerres. Il y a un dépassement de notre fonctionnement parce qu'on a figé temporellement même une réalité qu'on pense absolue, alors qu'en fait, justement, l'univers, si aujourd'hui on se prend des coups de pied au cul du matin au soir, socialement, politiquement, économiquement, etc., c'est pour nous pousser à l'évolution. Et là, je glisse tout doucement aussi, je fais le lien avec l'hostilité. Parce que là, on est sur la page du dernier rempart, il y a beaucoup de militants de très grande qualité d'ailleurs. Je ne remets pas du tout la qualité d'intervention de ces différents militants, mais il y a encore cette croyance et là, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Il y a encore cette croyance que on a des méchantes élites au sommet de la pyramide qui veulent nous asservir, nous esclavagiser, etc. Mais si on a bien compris le principe des schémas humains, on se rend compte qu'en fait, c'est les meilleurs dans les jeux de domination, de rivalité, de manipulation qui sont là, mais que eux aussi sont un effet miroir de la population d'en bas.
En fait, ils cristallisent tout ce qui ne va pas chez nous, les représentants cristallisent tout ce qui ne va pas chez nous et deviennent de plus en plus hard dans leur fonctionnement et dans ce qu'ils mettent en place. Mais du coup, sortir de ce paradigme de séparation et d'hostilité, c'est vraiment à toutes les strates de cette pyramide de gestion et bien de se dire que justement, c'est l'ensemble de l'humanité qui est mise à l'épreuve et que tous ces bourreaux, tous ces dictateurs en herbe, etc., qu'on voit fleurir un peu partout, font partie également de ce processus d'évolution, nous amènent à évoluer, à sortir des mises sous tutelle, à se prendre en main. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit au quotidien, en fait, tous les problématiques qu'on voit au quotidien et ses conséquences désastreuses nous renvoient systématiquement à nous-mêmes, peu importe de quelle thématique on parle, nous renvoie systématiquement à un travail intérieur pour évoluer en conscience et pour aller vers cette unicité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement, même on pourrait dire c'est mauvais, mais ça n'est ni bon ni mauvais en fait. Ça fait partie d'un processus d'évolution. On est plutôt en retard, je pense, sur le niveau de conscience qu'on devrait adopter aujourd'hui. Donc, il se passe tout un tas de choses sur Terre pour nous faire évoluer selon justement ce plan d'évolution naturelle qui nous dépasse tous. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de se dire que justement, la création ne nous appartient pas et c'est nous qui appartenons à cette création. Et je pense qu'il y a ce problème-là aussi sur la notion de propriété, hein, qui est propre au capitalisme, hein, du coup. Cette notion de se dire ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, etc. C'est ça aussi qui nous sépare les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on dit c'est ma propriété, alors qu'en fait, non, nous sommes la propriété de l'univers. L'univers n'est pas notre propriété. La Terre n'est pas notre propriété. Tout ça ne nous appartient pas. Nous appartenons à tout ça. Nous en faisons partie. Et du coup, ça renverse tout de suite la perspective de réfléchir comme ça, d'être dans cette réflexion-là, de dire que justement, bah, il n'y a rien qui nous appartient. Et on le voit, on peut tout perdre du jour au lendemain, de manière très aléatoire. Et du coup, je pense c'est ce renverse. Parce que du coup, je voulais parler aussi un peu de cette logique inversée. Ça crée le diabole, du coup, mais pas au sens symbolique du terme. C'est ce qui divise et c'est ce qui polarise, c'est ce qui renverse les perspectives. En fait, on réfléchit à l'envers, en fait, un peu, du coup. On réfléchit à l'envers sur pas mal de sujets différents. Et du coup, il y a une question aussi de se remettre à l'endroit et de comprendre que justement, il faut faire preuve de détachement, se détacher de ce qu'on pense avoir, puisqu'en fait, rien ne nous appartient. Et c'est à partir de là, du coup, où on passe d'un paradigme d'opulence aussi, parce que la séparation, c'est un paradigme d'opulence. On veut toujours plus pour soi et ses proches, pour se mettre bien, pour être confortable. On est dans le désir, dans le plaisir, on n'est pas dans le bonheur à proprement parler, puisque le bonheur, c'est quelque chose de commun à tous. Là, on est dans le désir, dans le plaisir instantané, on est sur des choses très instinctives et pas réfléchies. Et du coup, se détacher et se dire qu'en fait, bah voilà, justement, je n'ai pas la maîtrise de ce qui compose cet univers et de ce qui est prévu pour faire évoluer notre espèce. Et je dois, et au lieu de se soumettre à des dogmes et à des croyances comme absolues qui sont complètement hors sol et irrationnelles, il vaut mieux justement se soumettre au fonctionnement naturel des choses et leur déploiement naturel dans le temps. Et du coup, de ce que j'entends, c'est un peu la réflexion qui me vient par écho, c'est de remettre à l'endroit aussi, à partir du moment où on sort des visions dogmatiques, c'est toute notre vie qui change, quoi. C'est toute notre vie qui change. Après, comme tu le dis très bien, singulièrement, on aura toujours des croyances, des poneys, des fées, peu importe, le Père Noël, la politique, enfin bref, on aura tout le temps aussi des croyances. Penser qu'on sera toujours là-dedans. Il faut accepter aussi notre imperfection aussi, le fait qu'on aura toujours un petit peu des croyances hors sol, mais c'est surtout dans notre rapport à l'autre où il faut apprendre à mieux s'entendre, à mieux échanger, être dans l'écoute et la réponse plutôt que la réaction et vouloir avoir raison dans des débats binaires, comme tu le disais. Il faut plutôt, du coup, améliorer la qualité de nos échanges pour s'enrichir mutuellement de nos perspectives différentes et faire preuve de discernement entre ce qui fait sens et entre ce qui ne le fait pas. Ouais, merci. Je voulais déjà rebondir
Oui, l'énergie bouleverse, Samir, c'est clair, elle bouleverse un peu tous ceux qui sont un petit peu conscients et qui le ressentent sont bouleversés parce que c'est assez fort. Et ça demande à ceux qui ne le sont pas d'être de plus en plus d'ailleurs, comment dire, en état d'anesthésie générale pour ne pas le sentir. Ce qui fait que aussi ça part un petit peu dans tous les sens. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, à nous de nous y habituer et de nous soutenir parce que, bah ouais, on est bousculé, donc autant se tenir par les coudes. Alors, au moment où on traverse cette période de turbulence et de remise en question et de transformation profonde. Je voulais revenir sur les élites. C'est un parfait exemple. Et c'est vrai qu'on a tendance à les diaboliser, mais en fait, eux, c'est qui? C'est aujourd'hui, vu qu'on est dans un paradigme de séparation, qui c'est qui prend le pouvoir? Ben, c'est ceux qui en bénéficient le plus, c'est ceux qui sont le plus, qui savent le plus en tirer profit. Donc, c'est pas les meilleurs humains sur Terre, c'est ceux qui sont les meilleurs dans le paradigme de séparation et qui d'ailleurs vont avoir un intérêt à le perpétuer. C'est pour ça que vous n'allez jamais avoir quelqu'un, un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir qui va vraiment faire une remise en question profonde de toutes ces bases-là. Ça ne rentre même pas dans leur discours. On est toujours on pointe les défauts sur l'autre et on montre les qualités chez nous et on cache ce que le reste. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça donne un système un petit peu de pompier pyromane où en fait la droite va éteindre les feux que la gauche met, pendant que la gauche va éteindre les feux que la droite met, et ils sont toujours en train de se refourguer la patate chaude, mais sans vraiment résoudre les problèmes, parce qu'en fait, ils ont tous les deux des éléments, des éléments qui sont justes, et ils ont tous les deux des points morts. Et en fait, ils auraient besoin de travailler ensemble. On a besoin d'individus empouvoirés, ça c'est le discours de la droite, hein, c'est l'individualisme. On a besoin d'individus empouvoirés. Oui, c'est important. Donc la droite, dans ce sens-là, a raison. Et oui, on a besoin aussi d'un collectif qui est là pour récupérer le coup quand il y en a un qui a un accident. Parce que voilà, la vie est pleine il y a plein de choses imprévues qui se passent. Et donc on a besoin aussi d'un collectif qui est solidaire. Et les deux n'ont pas besoin d'être mis en conflit les uns avec les autres. Dans ce paradigme de la séparation, on est toujours dans cette dichotomie entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels. Et donc, ça serait toujours la guerre. Et donc, en gros, quand on est communiste, on va dire il faut effacer l'individu pour ne prioriser que le collectif. Et quand on est vraiment ultra néolibéral, on dit il faut effacer le collectif pour ne mettre en avant que l'individu. Mais les deux sont faux. On a besoin d'un individu qui est empouvoiré pour servir le collectif, et on a besoin d'un collectif qui est structuré pour soutenir l'empouvoirment individuel. Et là, on se rend compte, si on fonctionne comme ça, qu'il n'y a plus d'opposition, que l'intérêt du collectif, c'est d'aider à faire des individus qui vont devenir des personnes authentiques qui peuvent servir le collectif, qui seront empouvoirés dans leur authenticité, et l'intérêt des individus, c'est de devenir la meilleure personne authentique qu'ils peuvent être. Bref, voilà. Donc, alors ça, c'était un point important. On voit historiquement ce que tu dis s'illustre parfaitement dans n'importe quel livre d'histoire. Quand on ne fait primer que l'individu sans cette notion collective, ça nous amène au capitalisme financier, néolibéralisme, ce qu'on connaît actuellement, on va dire un peu dans le modèle anglo-saxon. Et ça peut nous amener à l'autre, avec tous les dépassements et les horreurs que ça implique. Et à l'autre extrémité, ça peut nous amener à du Staline, du Mao Tse-tung, les Khmers rouges au Cambodge. On voit que, encore une fois, cette question de vérité partielle, dès qu'elle est brandie comme un absolu et acceptée comme modèle de société, nous amène à des horreurs incommensurables des deux côtés. Alors qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce principe de similarité entre nous et d'interdépendance et d'interconnexion qui fait que de toute façon, on doit avancer ensemble pour vivre et pour évoluer en conscience. Et il y a aussi le fait de reconnaître l'individualité et la représentation de chacun singulièrement et de ne pas venir briser ça aussi. Et du coup, en fait, effectivement, il n'y a pas de paradoxe. C'est pas les méchants fascistes contre les gentils antifascistes ou l'inverse. C'est vraiment, il y a dans chaque dogme, dans chaque croyance, qu'elle soit politique, religieuse, etc. Je reviens au discernement et à la mesure. Il faut savoir avoir la bonne mesure de ce qui est dit, ne pas en faire un absolu et en extraire justement ce qui fait sens pour la dignité humaine et pour l'évolution de notre espèce. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais revenir sur un truc que je voulais préciser et j'ai oublié de le dire. C'est qu'aussi, il faut arrêter de se déshumaniser sur la base de nos croyances.
C'est-à-dire que quelqu'un va avoir une croyance. Souvent, elle est héritée de ses parents, de son paradigme culturel. Mais ce que je vois, moi, dans les conflits qu'on a, c'est qu'on en vient toujours à déshumaniser le camp adverse sur la base de l'étiquette qu'on va lui donner. Et donc, on va dire, les musulmans sont des terroristes et sont des dangers pour la démocratie. On va dire, les juifs sont des complotistes qui veulent diriger le monde. Et on va dire, les occidentaux mais à un moment, il faut arrêter de résumer l'humain à une étiquette. Parce que derrière chaque être humain à qui on met une étiquette, eh ben, en fait, il y a l'être en lui-même qui lui, est comme toi, qui a une conscience, qui a un cœur, qui a une histoire, qui a ses traumas, qui a ses peurs. Et en fait, une des clés pour pouvoir avancer, c'est d'arrêter de voir l'autre comme un ennemi à battre ou à détruire, mais de le voir comme quelqu'un avec qui on veut établir une compréhension mutuelle, avec qui on veut pouvoir avoir un échange constructif. Et c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'on est tellement encore dans ce paradigme de l'ego et de séparation que l'autre, des fois, ne va pas pouvoir, va avoir du mal. Il va croire qu'il est dans une confrontation. Mais c'est pourtant, moi je l'expérimente de plus en plus avec la pratique, quand on a accepté de voir les choses comme ça, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a avant, par exemple, moi, quelqu'un qui votait extrême droite, je rencontre quelqu'un comme ça, j'aurais pas eu envie de lui parler. J'aurais eu envie de l'éviter ou de rentrer en conflit avec lui. Or, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un d'extrême droite, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de savoir de quoi il a peur, j'ai envie d'avoir de l'empathie pour lui. Et ce qui est miraculeux, c'est que quand la personne se sent entendue et qu'elle comprise, elle baisse aussi sa garde. Et là, du coup, on est capable de lui faire passer des messages qu'elle n'aurait pas pu entendre avant. Et c'est là que la magie se crée. Et puis moi, je voulais illustrer aussi, ça m'est passé par la tête, ça m'est sorti et là c'est revenu. Moi, je voulais donner un exemple concret aussi sur ce besoin de confronter les perspectives et en quoi c'est super efficace dans le bien commun. J'ai mes parents qui ont fait un accident de moto assez grave il y a quelques mois et ma mère avait une grosse opération chirurgicale à faire. C'est pas un chirurgien seul qui a fait le diagnostic pour après réparer sa jambe. Ils se sont posés entre plusieurs chirurgiens avec des avis et des perspectives différentes autour d'une table. Il y avait 5 ou 6 chirurgiens différents de différents services et ils ont confronté leurs perspectives, leurs savoirs, leurs expériences pour arriver finalement à une méthode pour la prendre en charge. Et ça a été super efficace d'un point de vue technique, du coup. Que là, un chirurgien seul n'aurait pas pu faire cette intervention, mais en se mettant à 5, 6 autour d'une table et en confrontant leurs perspectives, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu sur le terrain, en s'écoutant à part égale et en donnant la parole à chacun et sans avoir l'intention d'avoir raison par rapport aux autres, ils ont confronté tout ça pour pouvoir, du coup, faire une opération qui était la plus efficace possible et qui a pu, du coup, faire ce qu'il fallait, en tout cas le maximum qui était possible de faire. Et du coup, ça renvoie aussi à cette question d'intelligence collective, de dire que, vous connaissez le vieil adage, il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc, quand on est en capacité de communiquer entre nous, d'échanger sur n'importe quel sujet, sans vouloir dominer l'autre, avoir raison et dire c'est moi qui ai raison, tous les autres sont des cons, eh ben, on se rend compte qu'en plus, on peut arriver justement on peut solutionner des problématiques beaucoup plus efficacement quand on a plusieurs cerveaux qui fonctionnent en même temps, quoi. L'intelligence, tout ça nous renvoie aussi du coup à l'intelligence collective. Et encore une fois, du coup, à la maîtrise et au contrôle de l'ego dans tous les sujets, quoi. C'est tout à fait exact. Et je vais donner ce que tu me dis donne aussi envie de raconter quelque chose que j'ai vu avec un nouvel œil après mon éveil de conscience. Parce que pour en arriver là, il faut quand même une grosse remise en question quand même pour pouvoir intégrer tout ça. C'est pas peut-être qu'en théorie ça paraît un petit peu simple, mais en pratique vraiment le voir, c'est quand même une remise en question. Et parfois pour l'ego, ça implique la petite mort. C'est-à-dire, je quitte ce que je croyais être pour rentrer dans ce que je ne sais pas. Pour rentrer dans l'inconnu. Et ça peut être vraiment bouleversant. Mais je vais donner un exemple. Il y avait un débat télévisé, c'était arrivé pas longtemps après les attentats de Charlie Hebdo. Et il y avait 2 intellectuels
qui confrontaient leurs perspectives. Et le sujet, c'était les racines du terrorisme. Et donc, il y avait un intellectuel qui était a priori athée, laïque convaincu, et un intellectuel qui était musulman. Et donc, l'intellectuel athéiste laïque disait, le problème, il faut arrêter de se voiler la face, il vient de l'islam. Certains textes du Coran sont extrêmement violents. La violence contre les non-croyants est très très forte dans le Coran, et notamment sur tout ce qui peut être considéré comme le blasphème, les punitions qui sont données sont très fortes. Et en plus, les gens qui font le terrorisme tendent à reproduire l'histoire du prophète qui, lui, a propagé la croyance à travers les conquêtes, et souvent, notamment à travers les conquêtes militaires. Et l'intellectuel musulman disait, mais non, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que ici, on parle de musulmans qui vivent dans une société occidentale matérialiste, qui discrimine les minorités religieuses, ce qui crée énormément de colère et de frustration. Et moi, ce que j'ai remarqué avec ce nouveau regard sur cette réalité, c'est qu'en fait, les deux intellectuels voyaient très bien la part d'ombre, l'angle mort de la structure culturelle de l'autre, si on veut, du système du valeur de l'autre. Mais ils étaient incapables de voir le leur. Et en fait, ils avaient tous les deux des clés d'évolution. Le musulman avait une clé d'évolution pour la remise en question de certains dogmes qui peuvent se traduire par de la violence. Et l'occidental, le laïque, avait une clé d'évolution pour peut-être sortir un petit peu de son matérialiste réductionniste et de son arrogance qui prend des arrière-goûts coloniales. Et plutôt que d'échanger leur clé d'évolution, eh ben, ils se sont confrontés dans une guerre d'ego sur ce plateau de télé. Et d'ailleurs, tous les spectateurs avaient pris un camp ou l'autre, je l'avais vu sur Internet, avaient pris un camp ou l'autre. Et malheureusement, eh ben, c'est ça le paradigme de séparation. C'est qu'en fait, on a des clés d'évolution les uns pour les autres, mais plutôt que de se les partager en se disant, mais tiens, moi j'ai envie que tu deviennes la meilleure version de toi-même et toi aussi, donc on va s'aider. Et ben, en fait, on se tire dans les pattes avec, on se les confronte. Et je me permets encore d'imaginer, de dire si cette conversation avait été éclairée et si chaque intellectuel avait pu dire à l'autre, tu sais quoi, tu as raison sur ce point-là. C'est vrai qu'on a un vrai problème dans notre culture avec ça, et que on a besoin de vous. On a besoin de vous pour avancer là-dessus, parce que ça, c'est vraiment un truc dans lequel on n'est pas fort. Et si on avait cette capacité, cette maturité, on s'apercevrait qu'en fait, on a tous, encore une fois, je me répète, on a tous les clés des uns des autres. Et ce que moi, je sais pas bien faire parce que j'ai pas travaillé là-dessus, c'est pas mon héritage ancestral, si tu veux, c'est pas notre spécialité, mais il y a une autre culture qui, elle, a cette spécialité. Et là, je vais vulgariser. Par exemple, si vous allez en Amérique du Sud, dans les tribus indigènes, eux, cette connexion à la nature que nous, on a perdue, mais ils la connaissent par cœur. Eux, ils savent que tout est interrelié. Ils savent que toute la nature est sacrée et qu'ils en font partie. Et ils peuvent nous apprendre à travers leur système de valeurs à refaire cette connexion. Mais eux, ils n'ont pas, par exemple, la technologie et les avancées en médecine que nous, on a. Donc, on peut aussi les aider avec ça. En Afrique, je remarque souvent, et je ne veux pas rentrer je parle d'énergie ici. Moi, par exemple, l'Afrique me surprend souvent par sa capacité à être authentique. Nous, on ne sait pas faire ça. C'est vraiment son côté brut de pomme. Ben, on s'assume tel qu'on est et ben, on a besoin d'apprendre ça. L'Asie me surprend par sa flexibilité, sa capacité à s'adapter à tous les contextes culturels dans lesquels elle est et sa capacité à vraiment accepter les choses telles qu'elles sont. Et en fait, sans rentrer, encore une fois, je ne veux pas faire de caricature et du réductionnisme, je parle juste de qualités que je vois qui s'expriment mieux à certains endroits que dans d'autres. Mais en fait, toutes ces qualités-là, elles sont importantes. Et on a tous à apprendre les uns des autres. Et le problème, c'est que dans ce paradigme de séparation, on est vraiment rentré dans des guerres d'ego en essayant de chercher, mais c'est qui le meilleur? Et le meilleur, c'est celui qui va écraser les autres. C'est celui qui va exploiter les autres. Et en fait, on s'aperçoit que ça, c'est de la bêtise profonde, mais vraiment profonde, parce qu'en bout de ligne, l'univers n'est pas du tout fait comme ça, et ça nous envoie droit dans le mur. Et là, le mur, il est de plus en plus proche, vraiment, on le voit de plus en plus, et il est vraiment temps de se réveiller
et de comprendre pourquoi on est en train de se diriger droit dessus. On peut encore freiner, on peut encore bifurquer, et si on n'arrive pas à l'éviter, on peut encore limiter la casse. Parce que quand on a compris ça, quoi qu'il arrive, on est capable de réagir avec plus de maturité et de manière plus constructive et moins destructive. Et c'est vrai que ça me fait penser aussi à une expérience, comme tu le sais, j'ai eu l'occasion d'aller au Maroc cet été. Et justement, j'étais frappé par cette authenticité, ce sens du collectif aussi. Là-bas, on prend soin des anciens, des personnes handicapées, des enfants. Il y a ce sens très communautaire. Mais par contre, on ne reconnaît pas l'individu, très peu. Il n'y a pas de liberté individuelle, c'est tout se joue dans le collectif. Alors, ça a énormément d'avantages que nous, on n'a pas ici. Mais par contre, ça restreint terriblement les individus dans leur liberté singulière. Et à contrario, chez nous, par contre, en Occident, on voit que tout est beaucoup plus basé sur cette liberté individuelle, le fait d'être libre au quotidien soi-même, mais au détriment de la collectivité. Et on se dit, bah oui, effectivement, on a raté quelque chose là. Effectivement, ces deux aspects-là ne sont pas à opposer, mais bien évidemment à concilier pour le bien de l'humanité en général, peu importe le continent où elle se situe. On a énormément à apprendre les uns des autres et à s'enrichir mutuellement. Dans ce qui fait sens, encore une fois, dans ce qui est sain, durable et qui apporte du mieux-être à la communauté, quoi. Et du coup, Tout à fait. effectivement, d'un continent à l'autre, d'une nation à l'autre, d'un dogme à l'autre, d'une croyance à l'autre, il y a à prendre, il y a à jeter. C'est une question de mesure, de discernement, mais surtout ne pas se focaliser sur justement sur les aspects qui nous opposent et qui sont conflictuels, mais plutôt essayer de faire les jonctions entre ce qui est bénéfique et sain dans chaque perspective, ouais, effectivement. Passer d'un paradigme à l'autre, encore une fois, question de retourner la perspective et de plutôt d'alimenter ce qui nous oppose, de plutôt se compléter sur ce qui nous unit. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, tiens, parce qu'on a beaucoup parlé de croyances, je vais peut-être donner une clé qui me paraît importante, c'est comment discerner une croyance qui va être toxique pour l'humain, pour le monde, pour notre psychologie, d'une croyance qui va être saine. Je vais commencer par la croyance toxique. En tout cas, nous, c'est comme ça que j'ai dit. La croyance toxique, déjà, une de ses premières qualités, c'est qu'elle est dogmatique, c'est qu'elle s'impose et qu'elle n'accepte pas la remise en question. La remise en question va la mettre tout de suite dans une notion de conflit. Donc, elle n'évolue pas avec le temps. La croyance saine, elle, est ouverte à la connaissance. Elle est capable de se remettre en question et d'évoluer en fonction des nouvelles découvertes, du contexte, etc. C'est la première chose, dogmatique. Deuxième chose, la croyance qui est malsaine, elle est hors sol. Elle n'est pas dans le réel. Elle est basée sur de l'endoctrinement, elle est basée sur des convictions qui ne sont pas établies sur des connaissances, mais sur de l'endoctrinement et de l'ignorance. La croyance saine, elle est établie sur de la connaissance. Elle est ancrée dans le réel. Et enfin, la croyance qui est malsaine, elle va diviser. Elle va voir celui qui n'a pas la croyance comme un ennemi. Elle va créer de la séparation. La croyance saine, elle, va unir. Elle va vraiment être inclusive. Elle va être ancrée dans ce principe d'interdépendance et d'interrelation. Et j'en ai oublié un qui est important. La croyance malsaine va désempouvoirer. Elle va placer le pouvoir à l'extérieur de nous, quelque chose auquel on doit se soumettre. Et la croyance saine va empouvoirer. Elle va placer le pouvoir en soi. Elle va nous donner les clés à l'intérieur de nous. Et donc, quand on a compris ça, allez chercher ces croyances que vous n'avez pas le droit de remettre en question, qui sont au-dessus de vous. Allez chercher ces croyances qui sont pas si rationnelles quand on regarde et qu'on ose les questionner. Ces croyances qui créent de la séparation, parce que celui qui n'est pas d'accord avec cette croyance, il n'est pas comme nous. Et ces croyances qui, finalement, nous désempouvoirent. Parce que on n'est que des humains qui sont nés dans le péché ou je ne sais quoi, et en fait on est des méchants, et donc on a besoin d'obéir à une autorité supérieure parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on est profondément débile. Non, des croyances qui responsabilisent. Donc choisissons des croyances qui responsabilisent, qui sont dans le réel, qui ont pouvoir et qui unissent. Et on peut le faire. Et je vais vous dire, les quatre caractéristiques que j'ai données sont interreliées.
Donc, vous allez voir la croyance qui est dogmatique, qui n'évolue pas avec le temps, qui est hors sol, qui divise et qui désempouvoir. Et ben, en général, quand elle a une caractéristique, elle a les trois autres. Je vais vous donner un exemple. Le capitalisme est établi sur une croyance qui est toxique. Cette croyance-là, c'est la croyance que l'humain est profondément égoïste et que ses désirs sont illimités. Allez, on va faire les trois trucs. Déjà, est-ce que c'est dogmatique? Oui, parce que ça part de principe que c'est tout le temps comme ça. Parce que quand on regarde, il y a plein de cultures où en fait les humains sont pas comme ça. Donc, mais en tout cas, c'est dogmatique, c'est un dogme, c'est comme ça. Est-ce que je dirais même dans toutes les cultures, t'en as qui ne sont pas comme ça. Bien sûr, bien sûr. Donc déjà, mais elle est quand même dogmatique. Donc c'est pas une vérité absolue. Il y a tout le temps des exceptions. C'est ça, mais elle se présente comme une vérité absolue. L'humain, il est comme ça, c'est sa nature immuable. Donc déjà, bim, c'est du dogme, ça évolue pas avec le temps. Deuxième, est-ce que c'était quoi le deuxième? J'ai oublié. Ah oui, hors sol. Bah oui, c'est hors sol parce que en fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai et qu'en fait, quand on a de la connaissance, on s'aperçoit que l'humain qui n'est jamais satisfait, c'est un humain qui est blessé intérieurement et qui essaye de compenser son angoisse existentielle à travers de l'accumulation de richesses extérieures. Et ça marche pas. Donc, c'est comme un accro. C'est quelqu'un qui est dans la pathologie. Donc, donc c'est hors sol. C'est dogmatique. C'est hors sol. Est-ce que ça va unir les gens? Bien sûr que non. Ça va créer de la division. Puisque, du coup, avec cette croyance-là, on croit que le jeu auquel on doit jouer, c'est la compétition pour le plus, plus, plus. Et est-ce que ça va empouvoirer? Ben non, ça va désempouvoirer. Parce que si moi, je souffre de cette addiction, plutôt que me dire, mais je peux me prendre en main et arrêter d'être un accro au toujours plus, ça va dire, ah ben non, c'est parce que c'est la nature humaine. Donc, vous voyez, et cette croyance-là, elle est au cœur du système capitaliste. J'en donne juste un exemple. C'est pour ça que le système capitaliste est hors sol. C'est pour ça qu'il va dans le mur des limites planétaires. C'est parce qu'il est établi sur ce genre de fausses croyances limitantes. Et donc, la clé, c'est nous, en tant qu'êtres humains, de bien identifier ces croyances-là, quels sont les problèmes qui causent, et d'aider les autres à le faire aussi pour que tout doucement, on puisse déconstruire ce qui est toxique pour la psychologie de l'humanité, ce qui est toxique pour l'humain, et ce qui nous envoie dans le mur. Voilà, j'espère Pour arriver tout doucement vers la fin, je pense que c'est intéressant que tu as dit le mot vérité. Et du coup, beaucoup s'entretuent sur cette notion de vérité ou débattent ad vitam aeternam. La vérité, c'est ça, la vérité, c'est ça, la vérité, c'est ça. Bon, la vérité, si on doit la définir simplement, c'est ce qui est, c'est ce qui existe rationnellement, ce qui est réel. Et du coup, je pense qu'on pourrait peut-être finir ce direct un peu sur cette question de la vérité, puisque tout le monde pense avoir la vérité, des vérités qui s'opposent, etc. Et peut-être se dire que justement, peut-être une petite piqûre de rappel pour finir ce direct sur justement le fait que nous ne détenons pas, nous, la vérité, les hommes, hein, déjà, on ne détient pas cette vérité absolue, qu'on en a tous une parcelle de cette vérité absolue, on en détient tous une toute petite parcelle, et que toutes ces parcelles ensemble nous permettent de rationaliser et d'avoir une perception de la réalité qui soit plus rationnelle donc et moins hors sol. Tout à fait. Et je voulais juste préciser, pour moi, la vérité, c'est tout ce qui est, mais aussi tout ce qui a été et tout ce qui sera. Et c'est vraiment, et c'est pas limité dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que ça nous dépasse, mais tellement. Et nous, on en a tous des petits morceaux, mais devant cet infini, le petit morceau qu'on a, il est toujours infiniment petit comparé à ce qu'est le grand tout. Et donc, c'est ça. Et c'est Platon, je crois, qui dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je contredis cette affirmation, c'est faux. C'est tout ce que je sais, et peu importe autant que j'en sache, peu importe le niveau de connaissance que j'ai acquis, tout ce que je sais, c'est qu'il y a infiniment plus dont je suis ignorant. Et là, à nous de faire équipe pour nous rapprocher de cette vérité, sachant que c'est une direction, ce n'est pas une destination. En tout cas, pas dans cette expérience humaine. Très bien, écoute, je pense que c'est très bien pour une conclusion, parce qu'après, ça va être un peu trop dense, je pense, le direct. On avait parlé aussi de ne pas trop... on va multiplier les directs comme ça en s'intéressant au paradigme, à certains schémas humains,
Parce qu'il y a New Work Together inclut une très grosse densité de schémas humains, de paradigmes, de choses qui ont été identifiées. Hein. C'est un travail vraiment minutieux et très précis. Donc, on va multiplier les directs comme ça, pas trop long, 1 heure pour se focaliser sur ces différents schémas, ces différents paradigmes. Et puis après, vers la fin, du coup, un peu avoir une synthèse de tout ça. Écoute, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce direct. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions, même après coup. On reviendra vers vous pour y répondre. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus qui verront ce direct en replay que là actuellement. Et puis, Benjamin, écoute, je te donne le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, serrons-nous les coudes. On est tous dans la même équipe, on est tous sur le même bateau. Rappelons-nous que ce que nous partageons ensemble est plus important que ce qui nous divise. Donc la planète que nous partageons ensemble est plus importante que les nations qui nous divisent. L'humanité que nous partageons ensemble est plus importante que les compétitions qui nous divisent. Et la vérité que nous partageons ensemble est plus importante que les croyances qui nous divisent. Donc, gardons toujours ça comme, je pense, et c'est une évidence quand on l'a remarqué, comme un socle pour qu'on ait des valeurs qui soient solides et qui nous permettent de faire monde ensemble. Et rappelons-nous que là, on est dans un travail d'équipe, qu'il va falloir se tenir par les coudes. Et j'espère bien qu'on sera dans la même équipe et que, on va pouvoir se servir de ce qui est en train de se passer aujourd'hui comme d'un tremplin d'évolution pour rentrer dans l'ère de la conscience, dans l'ère de l'unité, dans l'ère de la connaissance. Et en attendant, et exactement Samia, les frontières sont créées par les hommes sur la base de leur peur des autres hommes. C'est de la peur derrière les frontières. C'est la peur de l'autre, la peur de ce qui est différent, la peur voilà. Et donc, à nous de dépasser nos peurs, de résoudre les blessures qu'il y a derrière, de déconstruire et d'apprendre à faire monde ensemble. Bon, c'est une journée pleine de défis. Autre chose que je voulais rajouter, moi j'espère qu'on va bientôt avoir la possibilité d'être sur TikTok parce que j'aimerais bien avoir des lives où les gens peuvent monter et discuter avec nous pour que ça soit plus plus dynamique. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi là. En tout cas, nous, on est dédiés, c'est un peu notre mission de vie. Et on sera là, on fera tout ce qu'on peut pour aider ce paradigme d'unité à rentrer dans les consciences. Très belle conclusion, rien à ajouter. Merci à toutes et à tous pour ceux qui nous ont suivis. Partagez bien ce direct si ça a fait écho dans les différents groupes, parce que comme vous le savez, il y a pas mal de censure aussi sur Facebook. Et ce soir, un deuxième direct, le dernier concernant le procès face à Didier Lallemand qui aura lieu demain au TGI de Paris à 13h30 dans la 17e chambre. On vous fait un dernier direct ce soir avec Isabelle pour vous faire un point sur la situation. Merci à toutes et à tous encore et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci Samia pour tes beaux commentaires. Merci à tous et à bientôt pour la suite des aventures en conscience. Prenez bien soin de vous en attendant. Oui, prenez bien soin de vous et à très vite.